Bonjour et bienvenue. Quand on parle de planification familiale, certaines personnes pensent que c'est seulement espacer les naissances et par ricochet lutter contre les grossesses nombreuses et ou très rapprochées. Il n'en est pas ainsi. La planification familiale comporte d'autres volets. Pour en savoir plus, nous nous sommes rapprochés d'une sage-femme. Madame Tchak Tienobari, sage-femme d'État au niveau du district sanitaire de Pikine, plus précisément au niveau du poste de santé municipal 1. Les composantes de la planification familiale sont d'abord l'espacement des naissances, la lutte contre l'infertilité et l'infécondité et la lutte contre les IST-SIDA. Nous nous intéressons à la deuxième composante qui est rarement abordée parce que considérée comme tabou. Il s'agit de l'infertilité, un drame qui touche des millions de personnes dans le monde et a une incidence sur leur famille et sur leur communauté. On estime qu'entre 48 millions de couples et 186 millions de personnes en âge de procréer sont touchées par l'infertilité dans le monde. En Afrique, entre 15% et 30% des couples ont des difficultés à procréer, les mauvaises conditions sanitaires étant un facteur aggravant. Au Sénégal, les dernières données statistiques qui existent sont celles issues de l'enquête démocratique santé continue publiée en 2013 et qui indique que l'infertilité primaire au Sénégal n'est pas très élevée et concerne 2,5% des femmes en union et 4,8% pour l'ensemble des femmes. Cependant, cette enquête ne mentionne aucun chiffre sur les taux d'infertilité secondaire ni sur l'infertilité masculine, qu'elle soit primaire ou secondaire. Un drame conjugal et souvent c'est la femme qui est accusée à tort comme responsable. Une situation qui n'est pas irréversible, en témoigne le cas de cette dame qui, après une décennie de mariage, vient de voir son premier bébé. En franchissant la porte d'un appartement, notre attention est attirée par l'éclat de rire d'un bébé d'environ 18 mois qui joue avec sa maman. Avec sa maman qui répond sous le nom de Soda, on a l'impression que ce sont deux enfants qui jouent, simplement parce que cela fait 10 ans que Soda attendait cette ambiance, ces mots et rires venant d'un bébé qui apprend à parler. Et oui, 10 longues et dures années que j'attendais ce don de Dieu. Trouvé dans son appartement situé au 2e étage d'un immeuble situé dans un quartier de la banlieue dakaroise, cette dame de 35 ans a vécu le martyre pendant de très longues années. Mais ce petit bout de bois de Dieu a effacé tout le calvaire qu'elle a vécu. Ce mignon petit garçon est devenu depuis 1 an et demi son fidèle compagnon. Soda passe tout son temps à jouer avec son enfant. Soda a traversé un long désert. Près d'une décennie, elle a remué ciel et terre pour enfanter. Un enfer conjugal, nous confie-t-elle. Je me suis mariée à l'âge de 26 ans. Au début, j'étais chez ma belle famille. Des années passent, je ne parvenais pas à prendre grossesse. Et cela me faisait très mal, parce que certains membres de ma belle famille me disaient que je n'ai aucune utilité. Je ne fais que manger, même la poule qui est dans la cour a plus d'utilité que moi. Des mots que je n'oublierai jamais. J'avais même demandé le divorce parce que ne pouvant plus accepter cette honte, ces colibés, ces bruits mal, ces tortures morales de la part de mes belles-sœurs, qui me disaient chaque fois que leur frère doit avoir un héritier. Il m'arrivait de rester des heures à pleurer dans ma chambre. Mes belles-sœurs sont allées jusqu'à chercher une deuxième épouse pour mon mari. Mais ce dernier à qui je rends hommage m'a toujours soutenu en refusant une deuxième femme. Soda est victime d'une stigmatisation de la part de sa belle famille parce qu'elle est infertile et inféconde. Nous avons cherché à savoir
Qu'est-ce qui explique cette forme de stigmatisation? Avec le sociologue, chercheur, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Djibi Diakhaté. On a tendance à stigmatiser certaines femmes marquées par la stérilité et on considère évidemment que c'est une femme qui quelque part n'est pas porte-bonheur, qui n'est pas porte-chance et qui peut faire l'objet d'une stigmatisation et d'une certaine exclusion sociale. Dans certains cas, le mari se voit dans l'obligation de prendre une autre épouse ou alors purement et simplement de divorcer avec cette femme-là parce qu'elle ne réussit pas à mettre au monde des enfants, parce qu'elle est considérée comme non féconde, donc une femme qui d'une certaine manière n'est biologiquement pas utile et ne contribue pas au développement de l'honneur de la famille. Durant cette période d'infécondité, Soda et son mari n'avaient pas croisé les bras. On les indiquait plusieurs guérisseurs, féticheurs et autres pour mettre un terme à leur calvaire. On a fait presque le tour du pays. Et même hors des frontières à la recherche de tradipraticiens et dépenser des fortunes énormes pour avoir des solutions. Ce fut très dur pour moi et pour mon mari. Les moqueries continuaient de plus belle. Ne pouvant plus accepter cette situation, mon mari a finalement décidé de prendre en location cet appartement pour au moins que je ne reçoive plus d'attaques. Je vivais l'enfer, un véritable drame. Une situation dramatique, durement et douloureusement vécue par Soda, qui finit même de se culpabiliser. Est-ce qu'en réalité, un drame, professeur? Oui, en réalité, c'est un drame qui est vécu d'abord au niveau interne. C'est-à-dire que c'est une femme qui se dit qu'est-ce que j'ai fait pour être dans cette situation. Donc, au niveau interne, si on ne fait pas attention, elle vit une sorte d'autoflagellation, d'autopunition qui consiste à dire qu'au fond, je ne me sens pas bien à l'aise parce que je suis incapable de procréer. Mais au niveau externe, c'est aussi un drame que vit cette femme parce qu'on a l'impression qu'elle est regardée d'une certaine manière, indexée, culpabilisée et quelque part, les gens ont tendance à développer des représentations qui ne sont pas fondées. L'idée que cette femme aurait fait une faute grave ou que ses parents auraient fait une faute grave et que sa situation actuelle s'expliquerait comme une sorte de punition. C'est des femmes qui vivent un véritable malaise interne. Ce qui aggrave ce malaise interne, c'est le regard culpabilisateur, accusateur des autres et qui les met évidemment dans des situations excessivement difficiles. Actuellement, un couple qui n'a pas d'enfant est souvent mal vu parce que l'enfant constitue une preuve de virilité pour l'homme, de fertilité pour la femme et de richesse pour la communauté. Toute autre femme dans notre société actuellement aurait vécu ce même drame. Soda ne regrette pas d'avoir déménagé. Cet appartement lui semble porter bonheur. C'est en suivant une émission de santé dans une radio communautaire qu'elle a entendu le témoignage d'une dame qui a vécu ce même problème d'infertilité pendant des années et qu'elle a finalement eu un enfant. Soda prend le soin d'entrer en contact avec la dame via la radio. La dame lui conseille d'aller voir la sage-femme qui se trouve au centre de planning familial. Au début, je ne croyais pas parce que j'ai eu à fréquenter plusieurs agents de santé, infirmiers, sages-femmes, gynécologues. Je ne voulais même plus refaire ce circuit après plusieurs tentatives. Mais cette dame qui est devenue par la suite ma meilleure amie m'a convaincue de voir la sage-femme qui la suivait. Ainsi commence une autre aventure pour Soda, une dame qui avait perdu l'espoir d'enfanter. Sa fréquentation du centre de planning familial semblait bizarre pour certaines personnes qui pensaient que la structure ne s'occupe que de l'espacement des naissances alors que Soda n'en a pas encore. Avec l'aide de son ami et le soutien de son mari, elle entame à nouveau les traitements. Des traitements qui peuvent durer, mais qui peuvent aboutir à des résultats probants selon la sage-femme Madame Diak. D'habitude, le traitement peut durer. On a des cas de réussite. On a eu des femmes qu'on a suivies jusqu'à avoir leurs enfants. Donc, il y a vraiment des cas qui réussissent si le traitement est bien fait. Soda était assidue au rendez-vous et suivait correctement ses traitements jusqu'au jour où la sage-femme, après un test dont les résultats sont positifs, lui annonce cette nouvelle. Madame, on a eu à faire un traitement et maintenant Dieu nous a donné satisfaction. Tu es en état de grossesse.
Et ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie. Plus beau jour que le jour de mon mariage. Une joie immense m'envahissait dès l'annonce de cette nouvelle. Mais aussi une crainte de ne pas mener à terme la grossesse à cause des mauvaises langues. Entre joie d'une bonne nouvelle et crainte des mauvaises langues, Soda décida de s'en remettre à Dieu et garder jalousement son secret. Outre son époux, son ami et la sage-femme qui la suit, personne n'était au courant de sa grossesse durant les premiers mois. Je faisais tout pour limiter mes apparitions dehors et dans les cérémonies. Les rares fois que je sortais, je portais des boubous amples pour masquer mon ventre qui grossissait de jour en jour. Un état difficile à cacher parce que le ventre de Soda poussait comme un ballon que l'on gonfle. Ainsi, petit à petit, les proches, les voisins et tout le quartier sont au courant de la grossesse de Soda. Oui, finalement, je ne pouvais plus la cacher. Ce fut un véritable événement. Des curieux, la majorité des femmes venaient même dans notre appartement pour dire saluer mon époux, alors qu'elles voulaient en réalité vérifier si effectivement je suis enceinte. Jusqu'au jour où je commençais à sentir des douleurs au niveau du ventre. C'est ce jour-là que j'ai accouché ce petit prince que voici. Ainsi, après son mariage qui remonte de 10 ans, Soda a vécu à nouveau un autre bonheur, celui d'accoucher. C'est une volonté divine. Dieu en a voulu ainsi. À chaque fois que je regarde mon enfant, la joie m'envahit. À travers la personne de Soda, combien de femmes vivent cette situation? Des centaines, des milliers, des millions. Auront-elles la chance comme Soda? Dieu seul sait. On est à peu près sûr que de nombreuses femmes traversent ce tunnel d'infécondité qui n'est pas sans conséquence dans leur vécu et peut aboutir à des situations extrêmes. N'est-ce pas, professeur Diakhaté? Oui, ça peut conduire à des extrêmes s'il n'y a pas d'accompagnement. Parce que la femme, dans ces situations-là, a besoin d'être comprise, a besoin d'être accompagnée, a besoin d'être soulagée. Lorsque cette atmosphère n'existe pas, évidemment, avec la fragilité, la vulnérabilité sur le plan psychologique, ça peut conduire à des extrêmes. On a vu, par exemple, certaines femmes s'adonner à la prostitution parce que simplement, regardées d'une certaine manière, exclues, marginalisées, finalement, divorcées avec le mari. Tout le monde considère que c'est des femmes qui ne sont d'aucune utilité. Elles se retrouvent dans des situations de prostitution. Ou alors, ça peut aller jusqu'à une situation extrême où l'individu met fin à sa vie volontairement. C'est un suicide parce que simplement, l'individu se dit, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Et abrège comme ça sa vie, et c'est une perte énorme pour la communauté, c'est une perte énorme pour la famille. Devant cette situation d'infertilité, la femme a besoin d'un soutien non seulement de son époux, mais de sa belle famille et de toute la communauté. Ce qu'on conseille, c'est que les gens les soutiennent. Parce que quand on dit infertilité et infécondité, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas avoir d'enfants. C'est pas une fatalité. Ouais, c'est pas une fatalité. Ça ne veut pas dire que jamais aussi elle ne peut pas avoir d'enfants. Donc il faut aussi associer la famille, l'époux, au traitement et ça ira, Inch'Allah, et que tout le monde aussi soutienne. Souvent considérée comme tabou dans nos sociétés, l'infertilité fait des ravages dans la communauté en brisant des ménages, disloquant des familles. Toutefois, elle n'est pas une fatalité, encore moins une malédiction. Et actuellement, malgré son ampleur et son impact négatif dans la société, elle n'est pas toujours considérée comme priorité par nos gouvernements et par l'Organisation mondiale de la santé. Toutefois, avec la volonté des professionnels de la santé, les couples angoissés par la procréation peuvent garder espoir de concrétiser un jour leur désir, le désir d'avoir un enfant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans un autre magazine de la santé. D'ici là, portez-vous bien. Ooh.